Je suis Jean-François Vézina, donc je suis psychologue en pratique privée depuis une vingtaine d'années, même proche de 25 ans. J'ai aussi été responsable du Cercle Jung de Québec pendant un bout de temps, puis là je viens de recréer un nouveau Cercle Jung, donc j'ai un petit côté jungien. Je suis aussi auteur, j'ai écrit 6 livres, dont notamment Les hasards nécessaires, Danser avec le chaos, L'aventure amoureuse, donc j'ai écrit plusieurs livres. Euh, Ensuite je suis conférencier, ben, en fait je donne des conférences aussi. Et puis, je suis musicien aussi, j'ai une activité artistique aussi en parallèle. Et moi, j'ai un principe, ce que je dis souvent, c'est qu'on donne le mieux ce qu'on n'a pas reçu. Moi, j'ai cette conviction-là. Alors, moi, j'ai souffert de la difficulté d'être entendu beaucoup dans ma vie. J'ai toujours eu un profil un peu atypique, j'ai toujours eu un profil un peu original. Et donc, dans mon adolescence, j'avais de la difficulté à me faire comprendre, j'avais de la difficulté à être entendu. Donc, ne pas avoir été écouté me donnait le goût de donner de l'écoute aux gens. Et donc, ça m'a conduit sur le chemin de la psychologie humaniste et j'ai découvert cette approche, l'approche de Carl Rogers, lorsque moi-même j'ai eu des difficultés, c'est-à-dire j'avais un élan un peu suicidaire quand j'étais adolescent. Et donc, j'ai fait appel à un service d'écoute téléphonique qui s'appelle TelAide. Et donc, j'ai tellement été accueilli par ce poste d'écoute téléphonique, j'ai tellement été impressionné par la qualité d'écoute que je recevais là, que j'ai décidé de m'impliquer à TelAide Québec. Et donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Donc, j'ai fait, avant, parallèlement à mes formations en psychologie à l'Université Laval, j'ai eu aussi l'occasion d'être formateur pour TelAide et d'apprendre l'approche centrée de Rogers. Donc, mon passage à TelAide m'a aussi beaucoup formé. Je vous dirais que l'université m'a formé, mais mon passage à TelAide et puis mon contact au téléphone, aider les gens de façon anonyme au téléphone, ça m'a beaucoup fait grandir comme psychologue. Fait que donc, mon approche humaniste, je l'ai trouvée parce que moi-même, j'avais besoin d'être écouté. Puis, donc, je l'ai découvert dans un poste d'écoute téléphonique à Talent. D'ailleurs, c'est ce que je recommande souvent aux étudiants et étudiantes en psychologie. Impliquez-vous dans donner de votre temps, baignez-vous, mettez-vous en contact avec la souffrance des gens. Vous allez voir assez rapidement si vous êtes fait ou pas pour ce métier-là. Et donc, pour moi, l'écoute téléphonique a été un grand révélateur. Voilà, exactement. Donc, même si on n'a pas, à l'université, on n'a pas nécessairement de pratique, c'est possible d'aller chercher de la pratique dans des postes d'écoute téléphonique. Moi, ça a eu comme conséquence que j'ai eu des pas très bonnes notes à l'université. Parce que moi, je m'impliquais au Cercle Jung, donc j'étais président du Cercle Jung, je faisais des écoutes téléphoniques. Mes notes n'étaient pas assez fortes. Et donc, je n'ai pas été accepté à ma première demande en psycho. Donc, pour les gens qui étudient en psycho et qui sont un peu découragés par leurs notes, faites-vous-en pas. Euh, les notes, bon, c'est un aspect qui est important, mais donc, moi, c'est ça, j'avais pas de très très bonnes notes à l'université, j'ai été refusé, et puis donc, finalement, j'ai réussi à être accepté d'une autre façon. Mais donc, voilà. Ben, moi, dans mon petit créneau publicitaire, lorsque je fais de la publicité pour attirer les gens, puis je fais pas beaucoup de publicité, moi je crois, bon, mon premier livre c'est Les hasards nécessaires. Je crois beaucoup au hasard des rencontres qui fait qu'à un certain moment on rencontre la personne au bon moment, donc je fais pas beaucoup de publicité. Mais ce qui oriente ma publicité, c'est une petite phrase que j'ai trouvée qui me définit bien. Si vous vous sentez à l'envers, vous êtes au bon endroit. Et donc, j'ai orienté ma publicité là-dessus, c'est-à-dire si vous vous sentez à l'envers de tout le monde, si vous sentez que vous êtes un peu marginal, si vous sentez que vous êtes un peu à côté, ben, si vous venez chez nous, vous allez avoir un espace où vous allez pouvoir faire fleurir votre originalité. Alors, je dirais que c'est les gens qui sont à la recherche de leur originalité, les gens qui ont souvent peur de leur originalité. On est une société extrêmement conventionnée. Donc, j'attire des gens à mon bureau, des gens qui ont souvent un profil comme ça, qui ont un peu difficulté à assumer leur originalité. Donc, j'ai beaucoup d'artistes. Dans ma clientèle, j'ai beaucoup d'artistes. Puis des difficultés relationnelles aussi, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle L'aventure amoureuse, où j'ai illustré le parcours du couple, comme si c'était un voyage avec différentes étapes du voyage amoureux. Je fais plus de thérapie de couple en ce moment, j'en fais par vague. Là, en ce moment, je trouve ça très énergivore, donc, mais je prends des gens qui ont des difficultés de relation. Donc, je dirais les artistes qui sont à la recherche de l'originalité, puis les gens qui ont des difficultés de relation, les gens qui ont de la difficulté à trouver du sens dans le chaos. En ce moment, on est dans une période où moi j'appelle ça l'éco-vide, là, c'est un éco-vide qui révèle le pire et le meilleur de l'humanité. Et donc, les gens qui recherchent du sens ou qui veulent créer du sens aussi, donc des gens qui ont vécu des traumatismes ou en fait des événements chaotiques qui recherchent du sens. Donc, la recherche du sens aussi.
Moi, j'ai jamais autant travaillé que maintenant. Ça, c'est une réalité. Ma clientèle a augmenté. Euh, je dirais que la COVID, ça réveille le besoin de sens et donc, puis effectivement, les gens demandent plus d'aide. Puis l'effet du confinement aussi, moi je l'observe, l'effet du confinement, pour certaines personnes, de pouvoir voyager à l'intérieur d'eux, c'est une bonne nouvelle. Mais pour beaucoup de personnes, être obligé de plonger à l'intérieur d'eux, c'est exactement. Alors, j'ai beaucoup de gens qui sont justement obligés de plonger à l'intérieur d'eux, puis nous, on fait le voyage ensemble. Hein. Moi, la thérapie, je vois ça un peu comme un voyage. Alors, on part à la recherche de ce qu'il y a d'unique chez ces gens-là, puis justement des différents niveaux de vie à l'intérieur des gens. Euh, voilà, exactement. Donc, oui, j'ai plus de clientèle, puis aussi, j'ai aussi, moi, ce que j'observe, c'est qu'en psychologie, il y a souvent, bon, moi, je vois ça comme un peu comme il y a deux grandes façons d'approcher les problèmes. Il y a des approches qui vont vouloir favoriser les outils. C'est-à-dire, puis ça, je suis un peu critique de ça. En ce moment, dans notre société, on a beaucoup illusionné les gens qu'avec tel outil, on va pouvoir régler les problèmes. Puis ça propose une vision où tu dois construire ta personnalité, un peu comme un édifice ou la construction de la personnalité. Alors que l'approche humaniste, c'est plus de laisser fleurir la personnalité. Alors moi, je suis plus dans cette perspective-là. Et donc, souvent aussi, les gens se retrouvent à mon bureau, c'est qu'ils ont tous essayé les outils. Ils ont tous essayé les techniques, puis on en a là, des tonnes. Puis là, il n'y a pas seulement que les psychologues, là, il y a les coachs de vie aussi, que j'entrerai pas dans le sujet, mais bon. Mais donc, il y a toutes des méthodologies en ce moment qui. Puis les gens, à un moment donné, ils ont tout essayé, tout essayé, sauf de plonger à l'intérieur d'eux. Alors, pour répondre à votre question, la COVID épuise toutes les techniques, tous les outils qu'on pensait qu'elle allait nous sauver. Puis là, on est amené à plonger à l'intérieur de nous. Ouais. Bon, très concrètement, c'est que moi j'ai un principe simple de la psychologie humaniste, c'est être à l'écoute des émotions sans les juger. L'écoute occupe une grande place dans mon travail. Rogers m'a beaucoup influencé. Puis aussi les approches un peu plus nouvelles avec l'approche de Marshall Rosenberg là, sur la. Mais je suis toujours embêté de vous nommer ma technique. Mais je vous dirais que comment elle prend beaucoup de place, l'approche humaniste, c'est que pour moi, les émotions donnent de l'information. Donc, quand je vis une émotion, ça me donne de l'information sur l'état de mes besoins. Alors, toute ma pratique est construite, ou en fait, s'oriente vers, soyons curieux de la vibration des émotions, puis soyons curieux de qu'est-ce que cette émotion m'informe par rapport à l'état de mes besoins. Et ce qui fait que moi, j'aborde pas, effectivement, les émotions ne sont pas négatives ou positives. Moi, ça ne fait pas de sens pour moi de dire qu'une peur, c'est négatif. La peur, elle me dit que mon besoin de sécurité est négativement satisfait. Alors, je dirais que l'approche humaniste, c'est centré beaucoup sur l'écoute, puis aussi beaucoup centré sur cette idée que l'émotion donne de l'information sur l'état des besoins. Donc, d'être très curieux de l'expression émotionnelle. Puis aussi, mon approche humaniste aussi, c'est aussi une approche où soyons curieux de la vie qui existe d'une façon unique chez la personne. Euh, on a tendance très rapidement à catégoriser, puis à mettre des étiquettes, puis donc, mon approche humaniste se caractérise par être curieux de l'unicité, comment l'unicité de la personne va s'exprimer. Puis j'ai une approche humaniste que je mélange aussi un peu avec l'approche de Jung, un peu, même si je ne fais pas de psychanalyse spécifique, là, mais j'utilise beaucoup la culture. Moi, ma façon de travailler, mon humanisme, je le travaille beaucoup avec la culture. Moi, je crois que la poésie, les films, les livres nous aident à nous réconcilier avec nos contradictions. Donc, j'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui s'appelle Se réaliser dans un monde d'image, où je propose aux gens de faire leur filmographie à partir des films qui les ont touchés. Alors ça, c'est un outil que j'utilise, une façon d'aborder, c'est-à-dire votre vie est une création, donc comment vous pouvez vous créer en utilisant l'art. C'est pas de l'art-thérapie, je suis toujours embêté, comme je dis, là, de nommer mon approche, mais j'intègre les films, par exemple. Donc les gens qui ont vu des films qui les ont marqués, je travaille beaucoup avec ça aussi. Ben, dépêchez-vous, là, mon éditeur, il me trouve, mon éditeur, il me trouve pas très vendeur. Là. Il en a pilonné, il en a pilonné un certain nombre. Mais je vous dirais que Les hasards nécessaires, qui est mon premier livre, ça fait 20 ans qu'il a été publié d'ailleurs, lui, il est encore disponible. Vous pouvez le trouver dans les librairies. Je suis aux éditions de l'Homme. Donc, les éditions, vous allez aux éditions de l'Homme ou vous allez normalement dans les librairies. Il y a encore Les hasards nécessaires, il l'a encore. Ça, c'est mon plus grand succès. Ensuite, L'aventure amoureuse, mon livre sur le parcours amoureux. Normalement, vous deviez le trouver aussi. Danser avec le chaos. Pour ce qui arrive en ce moment, là. Moi, j'ai écrit ce livre-là, Danser avec le chaos, à l'époque du H1N1. J'ai fait un voyage au Tibet.
Puis, donc, j'étais imprégné de la crise du H1N1. Fait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans Danser avec le chaos. Fait que, donc, Danser avec le chaos aussi. Mais pour répondre à votre question, ils sont encore possiblement disponibles dans les librairies. Mais c'est ça, dépêchez-vous. Parce que mon éditeur ne me trouve pas très vendeur. Puis on comprend là, que les éditeurs, ils veulent faire de l'argent. Là. Voilà. Carl Rogers, Marshall Rosenberg. Le livre vraiment qui m'a marqué, c'est Le chemin le moins fréquenté, qui est écrit par Scott Peck. Qui lui a une approche humaniste. Cet auteur-là m'a beaucoup marqué, donc Scott Peck m'a beaucoup marqué. Puis Jung, je le considère comme un humaniste, même si c'est donc Jung. Puis Winnicott aussi, mais ça, Winnicott, c'est un peu plus. Mais les humanistes comme tels, là, c'est vraiment Rogers qui a vraiment été mon phare là, très très longtemps, puis qui est encore mon phare. Ouais. C'est favoriser la biodiversité du vivant. Pour moi, l'écologie, c'est pas seulement une affaire de plantes, puis c'est une affaire de recycler ses sacs de plastique. Là. Pour moi, l'humaniste, c'est celui qui respecte la vie sous toutes ses formes. Alors, ça se traduit par lorsque j'ai un être vivant devant moi, je vais être respectueux de comment s'exprime la vie chez cette personne-là. Alors, mon humanisme se traduit vraiment dans reconnaître ce qui est vivant chez l'autre. Puis lui favoriser, exactement, puis favoriser un espace où ce qui est vivant chez l'autre va pouvoir s'exprimer, va pouvoir jaillir, va pouvoir fleurir avec le moins de contraintes possible. Tout à fait, exact. Exact. Puis ça va jusque-là, parce que moi j'ai des racines autochtones. Donc, c'est aussi un rapport à la vie aussi. C'est dire l'oiseau a autant le droit de vivre que l'humain. Puis... Fait que je dirais que c'est un humanisme biodiversifié. Je ne pourrais pas faire de thérapie avec les oiseaux, mais disons que j'ai une façon. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais voilà. Ben, l'approche humaniste va se confronter à de grands défis dans les prochaines années. Dans les prochaines années, ce qu'on va voir monter de plus en plus, puis on le voit déjà actuellement, c'est tout un courant où, grâce à des techniques, on peut résoudre des problèmes. Et donc, il y a tout un courant en ce moment qui nous dit, puis ça, bon, les ordinateurs, toute cette pensée-là qui est très intéressante, nous amène à voir le monde, il y a un problème, je dois le régler. Donc, ça va être très fort. Dans les prochaines années, ça va être très fort, puis pour tout ce qui touche les techniques, à un moment donné, ça va même être les ordinateurs qui vont pouvoir simuler de la thérapie. Par contre, parallèlement à ça, il y a une vision du monde qui est nécessaire, qui est obligatoire. C'est quand je vis des choses, ce n'est pas nécessairement toujours un problème à régler. C'est pas toujours je dois régler un problème. Alors l'avenir de l'humanisme passe par là, selon moi. C'est soyons curieux de comment nous allons vivre avec des problèmes insolubles. Comment on va vivre avec le fait d'être un être humain qui a nécessairement des contradictions. Je dis souvent, la liberté est dans la contre-addiction. La contre-addiction, les addictions. Donc, parfois, on peut devenir très addictif des moyens qui nous donnent l'illusion qu'ils vont nous calmer ou qui vont nous donner l'illusion qu'ils vont guérir quelque chose de mal en nous. Alors moi, l'avenir de l'humanisme, là, je vois ça comme, ça va être un phare ou ça va être une façon de voir le monde comme, c'est pas juste que j'ai des problèmes à régler, c'est que j'ai une façon unique de vivre avec. J'ai une musique particulière. Moi, je vibre à une certaine musique. Et donc, l'humanisme va faire en sorte qu'on va exprimer davantage notre façon de composer avec souvent des problèmes qu'on n'est pas capable de résoudre. Alors, c'est là que je vois l'avenir. C'est exactement ça. Voilà. Exactement. Alors, vous soulevez toute la question de la normalité. Alors, il y a une façon de voir la psychologie qui peut être très normalisante. Vous allez la voir, la courbe normale, elle fait partie de l'initiation de la formation du psychologue. La courbe normale, on la voit. Mais effectivement, ça exerce une certaine pression de normalité. Et donc, l'avenir de l'humanisme va être de dire, mais la vie, elle est aussi dans ce qui est singulier et pas seulement ce qui est normal. Moi, j'ai aussi une façon de voir les choses, c'est-à-dire, j'appelle ça être bizarre. Accepter moi, j'appelle ça bizarre, mais j'ai fait un petit jeu de mots avec bizarre, c'est biz art, là, avoir un art bizarre. Fait que moi, j'encourage beaucoup les gens à être bizarres, mais à avoir leur propre bizarrerie. Puis effectivement, c'est teinté de l'imperfection. Alors, c'est ça le défi de l'humanisme, c'est de reconnaître cette imperfection-là comme une valeur ajoutée à la vie et non pas comme un défaut de fabrication. C'est toujours par rapport à des normes. Hein. Il y a toujours une norme quelque part. Et là, on le voit dans notre société en ce moment, de plus en plus normalisante. Là, il y a beaucoup de règles à respecter.
Et puis on arrive dans une société où on a des règles claires, on doit se distancier à 2 mètres, puis moi je m'amuse toujours avec le 2 mètres, parce que 2 mètres, ça peut être 2 mètres à penser. C'est qui sont nos 2 mètres à penser entre nous? Puis on doit se laver les mains, puis on est dans un monde extrêmement réglementé, puis on le comprend parce qu'on vit en société, mais quel est le but de ce jeu? Hein? Quel est le but pour moi de tout ça? Et donc, oui, de pouvoir être libre d'une norme, c'est de pouvoir vivre avec des normes qui sont, oui, acceptées socialement, mais connaître nos propres normes aussi. Oui, ça vous aide. Donc, vous, ça vous éclaire pour votre travail. Vous avez ce qu'il faut pour votre travail. Good. Ben, ça me fait plaisir. Puis